Fin du sommet climat et territoire à Lyon. Les villes et les régions du monde ont voulu faire entendre leur voix à 5 mois de la COP21 qui se déroulera à Paris en décembre. L'occasion pour elles aussi d'échanger sur leurs bonnes pratiques en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Reportage dans cette édition. Le couple franco-allemand à l'épreuve de la crise grecque alors que la chancelière allemande a fermé la porte des négociations au gouvernement d'Alexis Tsipras avant le référendum crucial de dimanche. François Hollande, qui plaidait pour un accord de dernière minute, a dû finalement rapprocher sa position de Berlin. Flora Sauvage. De la chancelière allemande, François Hollande a finalement dû se ranger derrière la position d'Angela Merkel. Alors qu'elle militait hier encore pour un accord rapide, la France a rejoint la position de l'Allemagne qui refuse de reprendre les négociations tant que le référendum n'aura pas eu lieu. Au Sénat cet après-midi, le ministre des Finances, Michel Sapin, a affiché un discours de fermeté. Hier après-midi, le Premier ministre a dit ou redit « j'organise un référendum ». C'est son droit. A dit ou redit « j'appelle à voter non », c'est son droit. Mais dans ce cadre-là, vous le comprenez bien, il n'est plus possible de discuter de quoi que ce soit pour trouver un accord d'ici dimanche prochain. Désormais, l'avenir des Grecs est entre leurs mains. Un sondage donne le oui gagnant. Le oui a des conséquences. Elle permet, cette réponse du peuple, d'avoir une négociation qui reprend immédiatement. Le non aura des conséquences. Elles sont inconnues, celles-là, ou très peu connues, pour les uns comme pour les autres. Mais quel que soit le résultat, la France sera là pour maintenir le dialogue. Un dialogue que les Européens appellent de leur vœu, mais pas à n'importe quel prix. Les Allemands s'inquiètent d'avoir à payer la dette des Grecs. Les Français ont 70 milliards d'euros en jeu. Ça n'a pas l'air de les concerner trop. Les Allemands ont 90 milliards d'euros en jeu. Ça a l'air de les inquiéter beaucoup. Bon. Ça, c'est une réalité. Je pense aussi que Mme Merkel et M. Hollande se sont un peu répartis le travail. Ce qui est normal, il y a un peu good cop, bad cop. Un bon et un mauvais flic. Dans cette tragédie grecque, François Hollande a martelé jusqu'au bout que la porte des négociations restait ouverte. Mais cette fois, le discours est plus ferme face à un Premier ministre grec qui appelle ses électeurs à dire non. C'est donc par le Bénin que François Hollande a entamé hier sa tournée express en Afrique. À peine arrivé, le chef de l'État a prononcé un discours sur la démocratie, un discours très attendu en raison des derniers événements sur le continent. Les enjeux de cette tournée, Jérôme Rabier. 3 pays en 3 jours pour François Hollande et 3 objectifs pour la France sur le continent africain. Si c'est par le Bénin qu'il entame sa tournée, c'est pour saluer l'exemple démocratique de ce pays, l'un des rares en Afrique à avoir connu 3 alternances ces 25 dernières années. Vous êtes une référence sur le plan démocratique. Vous savez combien je suis attaché à ce que, en Afrique comme partout ailleurs, soient respectés les textes constitutionnels, les échéances électorales, les rythmes de la démocratie. Un discours qu'il aura plus de mal à répéter dans les 2 prochaines capitales visitées puisqu'en Angola et au Cameroun, les présidents sont en place depuis 35 et 32 ans. En Angola, l'accent sera mis sur les relations économiques pour que des entreprises françaises viennent s'installer, suivant l'exemple de Total dans ce pays qui compte les 2e réserves pétrolières du continent. Enfin, au Cameroun, le discours sera axé sur la lutte contre le terrorisme dans un pays qui est touché par les incursions de Boko Haram dans le nord du pays. Dans ces 3 pays, François Hollande insistera également sur le rôle de l'Afrique dans la réussite de la COP21 en décembre à Paris. Puisque le président français l'a redit, rien ne pourra être fait si le continent africain n'est pas impliqué. Et on reparlera de la politique française en Afrique dans notre débat dans un instant. Le bras de fer judiciaire qui oppose Marine Le Pen à son père risque de se poursuivre encore longtemps. Cet après-midi, alors que le tribunal de Nanterre a annulé la décision du FN de suspendre Jean-Marie Le Pen du parti, le Front National vient de faire appel de cette décision. Mounir Soussi. La justice s'immisce dans la querelle familiale et politique que traverse le Front National. En annulant la suspension de Jean-Marie Le Pen décidée le mois dernier par le bureau politique du FN, le tribunal de grande instance de Nanterre donne raison au fondateur du parti qui peut garder sa carte et retrouver ses droits d'adhérent et de président d'honneur. Une victoire sur la forme pour Jean-Marie Le Pen car aux yeux de la direction, cette décision ne change rien. Suspendue après plusieurs dérapages sur Pétain, l'occupation ou les chambres à gaz, la rupture politique est consommée entre le père et sa fille.
La réforme des statuts du parti devrait être adoptée par un vote des militants le 10 juillet. Elle prévoit de supprimer la fonction de président d'honneur et d'interdire à ses membres d'appartenir à une formation jugée incompatible avec le FN. Un texte sur mesure pour écarter Jean-Marie Le Pen et l'empêcher de fonder son propre mouvement. Cette décision de justice permet au leader déchu de voter au prochain congrès qu'il appelle pourtant à boycotter. Marine Le Pen a déjà annoncé que le FN ferait appel. Hommage au Sénat de Bernard Cazeneuve, au chef d'entreprise Hervé Cornara, assassiné la semaine dernière dans un attentat à Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il se rendrait demain à ses obsèques. C'était lors des questions d'actualité au gouvernement. On l'écoute. Je voudrais tout d'abord rendre un hommage à Hervé Cornara, dire notre tristesse, dire nos pensées à sa famille, à ses proches. Je serai demain dans l'Isère à l'occasion de ses obsèques aux côtés de sa famille et j'ai senti dans l'Isère, au moment où je m'y suis rendu, une considérable émotion de la part des élus, de la part des pompiers qui sont intervenus courageusement et auxquels je veux rendre hommage, et également de la part de l'ensemble des forces de sécurité dont vous avez eu raison de dire qu'il s'agisse de la sécurité publique, de la sécurité intérieure, à quel point ces forces sont mobilisées dans la lutte contre le terrorisme. Une embellie sur le front du calendrier parlementaire. L'agenda bien chargé de la session extraordinaire s'est dégagé d'un coup hier soir avec l'adoption par le Sénat de la loi Macron, 5 jours plus tôt que prévu. Julie Hulin. La seconde lecture devait s'achever le 6 juillet. C'est finalement en seulement 2 jours que le Sénat a mis fin au projet de loi Macron. Loin des très longs débats de la première lecture qui avait duré pas moins de 135 heures. Près des 2/3 des articles ont été votés en conformité avec l'Assemblée nationale. Pour le reste, les sénateurs de droite ont réintroduit une grande partie des dispositions libérales votées en première lecture, avec notamment, sur le travail du dimanche, des commerces de moins de 11 salariés autorisés à faire travailler leurs employés sans contrepartie et l'augmentation de 5 à 12 du nombre de dimanches qu'un maire peut autoriser dans sa commune. Le ministre de l'économie Emmanuel Macron, présent pendant toute la durée des débats, s'est satisfait du travail des sénateurs, tout en affirmant sa volonté d'ouverture pour l'avenir. J'ai souhaité que non seulement on puisse faire entrer en vigueur rapidement ce texte, mais qu'on puisse l'évaluer tous les semestres, rendre compte et regarder. Il ne transformera pas tout. Et donc les résultats positifs ou négatifs ne seront à coup sûr pas imputables en totalité à ce texte, mais nous pourrons avec un peu de rigueur en voir les effets et les mesurer. Et cela fera avancer, ce faisant, je l'espère, le débat et les propos que nous avons pu tenir. Le projet de loi Macron sera renvoyé devant l'Assemblée nationale dans les prochains jours pour une ultime lecture. Manuel Valls a d'ores et déjà annoncé qu'il se tenait prêt à réutiliser le 49.3 une 3e fois si besoin. François Hollande ayant déclaré qu'il souhaitait une adoption définitive avant le 14 juillet. La réforme de l'asile de retour en commission au Sénat. Pour en parler, Saveria Rojek nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Saveria. Bonsoir Delphine. Alors est-ce qu'on peut dire que députés et sénateurs vont enfin parvenir à un accord sur ce texte ? En tout cas, ça y ressemble. Lors de la première lecture au Sénat, la majorité s'était faite remarquer par une position plutôt dure sur la question des déboutés du droit d'asile. En cas de rejet d'une demande d'asile, les sénateurs avaient inscrit dans le texte une obligation de quitter le territoire. Mais en réalité, cette position très ferme a permis de faire avancer les choses. Comme l'a expliqué le rapporteur du texte, François-Noël Buffet, rien n'était prévu dans le projet de loi sur les déboutés du droit d'asile. Les sénateurs ont donc mis la question sur la table et un compromis a été trouvé avec le gouvernement. Il n'y aura pas d'obligation automatique de quitter le territoire. En revanche, en cas de rejet officiel d'une demande, le préfet en est informé et lui seul peut alors décider de délivrer une obligation de quitter le territoire. Alors l'autre mesure importante, Saveria, elle concerne cette fois la création de ces centres de retour. Oui, c'est la sénatrice Valérie Létard qui a proposé leur création à titre expérimental. Alors attention, ces centres ne sont pas des centres de rétention, mais bien des centres d'accueil. L'objectif, car là encore, rien n'était prévu dans le texte original. L'objectif donc est d'éviter la clandestinité. Les discussions avec le gouvernement se sont bien passées car la position du Sénat sur cette question a été validée. Mais c'est à l'Assemblée que le gouvernement s'est vu désavoué par sa propre majorité qui a retoqué la mesure. Elle a donc été réintroduite dans la version que le Sénat s'apprête de nouveau à examiner en séance. Alors les débats s'annoncent malgré tout passionnés sur cette question, Saveria. Oui, c'est Jean-Pierre Raffarin hier qui a souhaité personnellement s'engager en rappelant les valeurs de fraternité et d'humanité. L'ancien Premier ministre a eu des mots forts
Quand je vois quelqu'un qui est étranger, avant d'être étranger, il est mon frère, quelqu'un qu'on a repêché à l'eau, on ne peut pas le rejeter à la mer simplement parce qu'on n'est pas capable de l'accueillir. La France doit toujours être une terre d'humanité. Et puis un dernier chiffre, Delphine, pour terminer. Je rappelle que les demandes d'asile ont chuté pour la première fois en France l'année dernière en 7 ans, la première fois en 7 ans, avec près de 65 000 demandes. Et à titre de comparaison, l'Allemagne l'année dernière en avait reçu plus de 200 000. Merci beaucoup, Saveria. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré ce soir à la tournée express du chef de l'État en Afrique avec nos invités ce soir sur ce plateau. J'accueille Sédik Abba, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du Monde Afrique, merci d'être avec nous. Avec nous également Jean-Pierre Bas, bonsoir. Vous êtes chercheur affilié au CNRS et vous avez publié en 2012 Le syndrome Focard, la politique française en Afrique de 1959 à nos jours aux éditions Folio Histoire. Merci d'être avec nous. Alors, que va chercher François Hollande avec cette visite express? Jean-Pierre Bas, on a vu plusieurs objectifs avec 3 pays différents finalement. Oui, les tournées ont une place particulière dans la relation franco-africaine, c'est-à-dire qu'elles sont une sorte de ligne politique qu'essaie de dessiner à grands traits pour sa diplomatie le chef de l'État très clairement, alors que la France est engagée sur le théâtre sahélien militairement et le théâtre centrafricain. C'est un discours politique et économique que cherche à imprimer le président de la République. Politique, on l'a vu avec les déclarations qu'il a faites à propos de la question du verrou du 3e mandat, et puis effectivement économique, puisque par la personnalité du nouveau Premier ministre béninois, aussi bien que par l'enjeu angolais, c'est très clairement la diplomatie économique qui est mise en avant. Et c'est un discours qui va être un petit peu déconnecté des opérations militaires françaises au Sahel. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Jean-Pierre Bas, Sédik Abba, sur ces objectifs? Sur plusieurs points, je suis d'accord avec la présentation qui a été faite. Il y a 3 étapes et chaque étape a sa signification particulière. L'étape du Bénin, c'est une étape pour donner un message fort aux pays qui ont choisi la voie démocratique. Comme vous savez, la démocratie et l'alternance politique se sont ancrées véritablement au Bénin. Il n'y a pas de débat. Alors que la plupart des chefs d'État sont tentés par la question de la révision constitutionnelle, le président béninois a fait le choix de respecter sa constitution et ne pas l'expérimenter. Donc, pour Hollande, en marquant l'étape béninoise, il apporte son soutien à la démocratisation sur le continent. Il s'agit d'un encouragement. C'est véritablement de cela qu'il s'agit. En Angola, il est très clair qu'il s'agit de la diplomatie économique puisque, à l'occasion des contrats d'une valeur d'à peu près $1 milliard vont être signés avec plusieurs entreprises françaises. Donc là, c'est un volet économique. Et le 3e volet, l'étape camerounaise, vise à marquer une reconnaissance de la France envers un chef d'État qui lui a été loyal, qui lui a été très ami de la France, puisque, comme vous savez, le président camerounais a permis la libération des moulins fourniers lorsqu'ils étaient pris en otage par Boko Haram. Il a également permis la libération du Père Georges. Donc, il s'agit de marquer une sorte de reconnaissance de la France. Donc, il y a 3 étapes avec trois volontés différentes. Et globalement, il s'agit à la fois pour le président Hollande qui s'est engagé lors du discours du Bourget à démanteler la France-Afrique, de concilier cet engagement, mais aussi de ménager les pays qui ont une tradition d'amitié avec la France, comme le Cameroun. Alors justement, Jean-Pierre Bas, est-ce qu'on assiste à un réel démantèlement de la France-Afrique? Est-ce qu'on peut imaginer François Hollande mettre en garde les chefs d'État africains qui s'accrocheraient un peu trop longtemps au pouvoir? Ça, c'est envisageable. Le discours de la fin de la France-Afrique est né avec la sortie de Focard de l'Élysée. Chaque président a promis que ce ne serait plus pareil. Et c'est sans doute plus sous la contrainte, fin de la guerre froide, effet des plans d'ajustement structurel, dilution d'une partie de l'influence française face à une multilatéralité des échanges, que de toute façon les générations ont changé, ont évolué. Maintenant, la France conserve des intérêts particuliers, spécifiques, plus simplement bilatéraux, mais quand même, l'Afrique est un théâtre tout à fait particulier. Et je reviens là-dessus, et je pense qu'on peut revenir quand même sur cet aspect qui était décrit. Il y a malgré tout des signes forts, des signes d'intention politique, accompagner une transition démocratique que la France avait essayé de rattraper à bout de bras en 1990 avec le discours de la Bolle, mais il faut rappeler que c'est quand même avant le discours de la Bolle, Mathieu Kérékou au Bénin qui invente le modèle des conférences nationales souveraines, qui seront reprises ensuite en modèle de transition politique. Et puis ensuite, c'est vrai, essayer de réussir la transition des derniers chefs d'État qui ne sont pas passés par ces jeux de sortie de pouvoir par alternance. Ça, c'est un véritable enjeu
assez inédit. Si la France arrive à faire quelque chose au Cameroun sur le sujet, sans faire de l'ingérence, effectivement, on peut dire qu'un pas sera franchi. Sur ce dernier point, c'est possible ça, la France sans faire d'ingérence peut faire évoluer les choses sur le plan politique au Cameroun? Non, ça me paraît totalement difficile de le faire. Ce que la France pourrait faire, c'est obtenir par exemple du régime camerounais un plus grand regard envers les questions de droits de l'homme et les questions de respect de son opposition politique. Comme vous savez, le président Hollande va sans doute trouver le moyen d'aborder avec le chef de l'État camerounais la situation de l'avocate franco-camerounaise Lydienne Eyoum, qui a été condamnée à 25 ans de prison. Il n'y a pas que elle. Donc il y a un problème de la justice au Cameroun et souvent la justice a été instrumentalisée par le pouvoir en place pour régler des comptes politiques. L'ancien secrétaire général de la présidence, Marafa, est en prison. Il a été condamné à 25 ans. Donc là, il y a une grosse attente de la communauté, de l'opinion camerounaise, notamment des organisations de la société civile. Et le président Hollande, sans doute, a bien fait de choisir de rencontrer les présidents des ONG des droits de l'homme sur cette question. Mais je ne suis pas sûr qu'il obtienne, parce qu'il y a toujours la difficulté, c'est là où mettre le curseur, où est l'ingérence et où est la volonté de conseiller à des partenaires avec qui on a des relations, d'évoluer sur un plan démocratique. Moi, je pense que le changement, comme il a été dit au Bénin, le changement au Bénin est venu du Bénin lui-même, de la société civile béninoise, de la classe politique, et l'extérieur vient accompagner référence une dynamique démocratique, a dit le chef de l'État dans son discours en parlant du Bénin. C'est un pays qui marque cette référence Absolument, sur plusieurs plans. Il y a la question de l'alternance. Il y a eu plusieurs alternances. Le président Soglo a remplacé Kérékou. Kérékou a remplacé Soglo par la voie des urnes. Actuellement, il y a une cohabitation au Bénin, puisque le Parlement béninois est contrôlé par des forces politiques hostiles au président. Donc, il y a une tradition démocratique, il y a une tradition de liberté de la presse. C'est pas pour rien, souvent, qu'on appelle le Bénin le quartier latin de l'Afrique. Jean-Pierre Bas, sur ce curseur, hein, où doit-on le placer? Où commence l'ingérence et où c'est terminé? C'est tout le problème d'avoir malgré tout un champ africain. On le voit. Les pays qui sont choisis restent des pays francophones. La France s'est recentrée ces derniers temps, après un discours d'ouverture de réelle économie, si j'ose dire, sur tout le champ africain, s'est recentrée sur des partenaires politiques en Afrique francophone, avec toutes les limites et les avantages que cela porte. Et pour revenir au Bénin, effectivement, la France accompagne sur un temps long des processus, en tout cas souhaite accompagner des processus manifestement de transition démocratique qui sont d'abord à l'initiative des sociétés africaines. Et c'est là qu'il y a un air du temps qui change, et si vous voulez que toutes les histoires sur la France-Afrique sont à réaménager au prisme de savoir où commence l'ingérence, où s'arrête l'influence, puisque il faut, pour savoir si les transitions démocratiques fonctionnent, que les sociétés civiles enracinent plusieurs acquis sur plusieurs générations. L'intérêt sur le Bénin est évident avec le virage des années 90. Il s'avère que la tentation de briguer un troisième mandat n'a pas été tout à fait absente au Bénin et que là, c'est un signal qui est donné. Je voudrais savoir, Sédic Abba, on a beaucoup parlé du Bénin, sur l'Angola. On voit que l'enjeu de la visite, c'est aussi de tourner la page de l'Angola Gate. Est-ce que François Hollande peut y parvenir? Oui, je crois qu'il s'agit là de solder. Cette visite va permettre de solder définitivement le contentieux né autour de l'Angola Gate. Il faut savoir qu'en 2008, déjà, le président Sarkozy est allé à Luanda pour dire au président du dos Santos qu'on a tourné la page. Et Claude Guéant, qui était secrétaire général... Président qui règne sur le pays depuis 1979. C'est ça, depuis 35 ans. Et donc, le président français, Nicolas Sarkozy, était allé déjà voir le président angolais pour justement lui dire que la France a fait beaucoup d'efforts pour solder le contentieux de l'Angola Gate. Il y a, de ce point de vue-là, une volonté de la France de tourner définitivement la page, sachant que l'Angola est un des pays d'Afrique où il y a la plus grande possibilité de faire du business, à côté du Nigeria. C'est pas pour rien que on l'a dit, c'est le deuxième pays producteur de pétrole du continent. Justement, il est important de souligner que lors de 2 étapes, à savoir le Cameroun et le Bénin, il y aura une vingtaine de chefs d'entreprise. Mais il y a 30 autres chefs d'entreprise qui vont s'ajouter
à l'étape de Luanda. Donc c'est une cinquantaine de chefs d'entreprise parce que là, il y a une possibilité de signer des accords. Et dans le contexte aujourd'hui de la difficulté financière, dans le contexte international, la France a besoin de ce type de contrat. Effectivement, Jean-Pierre Bain, ce sont des pays où la croissance est forte. Il faut relancer les échanges, ça paraît... Alors ça, c'est le credo de la diplomatie économique. Et on peut quand même rappeler que Lionel Zinsou était un des héros au sens AUT de cette diplomatie économique, de cet afro-optimisme, de cet investissement en Afrique, des capitaux français, même si la croissance à 2 chiffres doit également interroger la question de la répartition, puisque ça impacte directement la condition de développement des sociétés. Et la France, d'ailleurs, n'était pas tout à fait vierge sur l'histoire de l'Angola, puisque dès les années 70, à la faveur de la décolonisation du Portugal, la France réalise dans le continuum de ce grand vivier pétrolier du golfe des Guinées que son avenir, à l'époque avec Elf, déboucherait vers cette ancienne colonie lusophone. Donc on est dans une continuité stratégique quand même assez évidente depuis au moins les années 70, c'est-à-dire depuis une période de crise pétrolière. La France sait qu'un des points clés, c'est l'Angola. Et pourtant, la diplomatie économique, vous en parliez à l'instant, est déjà fortement concurrencée. On sait que le marché chinois a déjà pris des parts importantes en Afrique. La France peut rattraper son retard en la matière? Non, je ne sais pas si la France peut rattraper son retard. Il me semble que ce que la France peut faire, c'est chercher des marges ou des positions où elle a un avantage comparatif. On sait qu'aujourd'hui, la Chine n'a pas de problème de liquidité. La Chine a mis 10 milliards de dollars de lignes budgétaires pour encourager les entreprises africaines. Je ne suis pas sûr que dans le contexte aujourd'hui financier, la France peut mobiliser 10 milliards de budget. Donc ce qu'elle peut faire, et d'ailleurs il y a une réflexion tout à fait récente, la France ne veut plus se poser en concurrent de la Chine, mais c'est de trouver comment elle peut tenir compte de la présence de la Chine pour éventuellement profiter de son expertise. La Chine réalise des infrastructures routières, il y a des domaines où la Chine accompagne les pays africains où elle n'a pas d'expertise. C'est peut-être sur ce plan-là que la France peut faire de la concurrence, mais elle ne peut pas faire la concurrence frontale avec la Chine. Elle n'en a pas les moyens actuellement. Jean-Pierre Basse, sur effectivement cette implantation de la Chine en Afrique. Oui, alors, c'est incontestable. Le succès depuis le sommet Chine-Afrique de 2006 est particulièrement visible. La France a été obligée de composer avec ce nouveau partenaire. Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est que dans les plus-values que recherche le discours français, il y a effectivement, au titre contestable ou non de l'héritage de la politique de décolonisation, l'idée que la France a une politique au sens large du terme. C'est-à-dire que l'économie est liée à son discours politique, qui est lié à son discours sécuritaire, etc. etc. Ça, c'est sans doute la particularité historique de la France pour essayer de faire peau neuve de son discours en Afrique. Évidemment, la pression chinoise ramène les réalités. Quelle est la capacité de concurrence économique de la France? Vous allez à Brazzaville, à l'université Marine Gwabi, les 100 meilleurs élèves disposent d'une bourse intégralement prise en charge par le gouvernement de Pékin pour aller apprendre le mandarin. Tout est transité par l'Institut Confucius et vous faites revenir 100 décideurs, qui sont encore dans la vingtaine, 100 décideurs qui, assez naturellement, vont se tourner vers des marchés chinois. On parle peut-être à présent du Cameroun aussi. Là, les enjeux sont autres. La France a besoin du Cameroun dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez dit la question des droits de l'homme pourrait être abordée par le chef de l'État également. Tout à fait. La question des droits de l'homme, il y a en tout cas une très forte attente. Je pense que si le président Hollande n'aborde pas cette question, il y aura une énorme déception de la part de l'opinion camerounaise qui s'attend à ce que sur la question, sur le sort en particulier de Lydiane Eloum qui est franco-camerounaise et sur celui d'autres opposants, que le président Hollande se prononce très clairement en faveur du droit de l'homme et de la liberté d'expression. Il y a aussi l'enjeu de Boko Haram, puisque, comme vous savez, le Cameroun a payé un lourd tribut à la lutte contre Boko Haram. Le Tchad a dû venir à sa rescousse pour l'aider à contenir la menace de Boko Haram. Et à raison de la proximité entre le Tchad et le Cameroun, puisque la France dispose au Tchad de l'état-major de la force Barkhane, qui est la force que la France a créée pour l'ensemble du Sahel pour combattre le terrorisme, on s'attend à ce qu'il y ait des annonces, notamment puisque la force sous-régionale va avoir son état-major en N'Djamena aussi, à côté de Barkhane. Est-ce que le président va faire une annonce de possibilités de coordination, au moins d'échange de renseignements entre les deux forces? Il y a une forte attente sur ce plan-là aussi. Jean-Pierre Bain, un mot sur le Cameroun. Là, on voit que les enjeux sont autres, évidemment. Les enjeux sont autres et c'est sans doute l'étape la plus délicate, subtile, complexe au titre de tous ces héritages. Le Cameroun n'a eu que 2 présidents depuis les indépendances, le président Edjo et le président Biya. Et la France ne peut pas faire l'économie de réfléchir à l'après-Biya. Mais elle ne peut pas en même temps le dire en allant au Cameroun. Et c'est toute la complexité puisque dès lors que la France commence à réfléchir
à des scénarios différents de succession, la frontière avec l'ingérence se pose toujours problème. Alors, il y a évidemment le volet diplomatique, il faut réfléchir. Et là, une des questions clés qui a été soulevée par Vassilic, c'est effectivement le carrefour stratégique et politique que constitue à l'instant T, en 2015, le Cameroun. C'est-à-dire à la fois, à cause de la menace Boko Haram au nord, une question sécuritaire qui se rapproche des enjeux Barkhane et du Sahel, et puis en même temps la question de cette transition démocratique que la France souhaite accompagner, en tout cas c'est le message délivré au Bénin, mais le principe de réalité sécuritaire va forcément obliger à moduler un petit peu les discours, parce que le Cameroun est un État dont la transition va se compter dans les années à venir. En un mot, peut-être pour conclure, à quel moment pourra-t-on dire que cette tournée a été une réussite pour le chef de l'État, François Hollande? Non, je pense que la tournée, on peut dire pour dire qu'elle a été une réussite, il aurait fallu que le président se prononce, et il l'a fait à Cotonou, clairement sur la question de la révision constitutionnelle, puisqu'on sait qu'en 2016, il y aura beaucoup de chefs d'État africains qui vont être confrontés à cette réalité, qui vont être tentés, et le président l'a rappelé à justice. Ce qui se passe au Burundi, ce qui se passe au Burundi aujourd'hui est la conséquence de la volonté d'un chef d'État. D'ailleurs, la mission d'observation de l'ONU a déclaré les élections ni crédibles ni libres au Burundi. Voilà, et il y a eu cette mort hier, il y en aura aujourd'hui, il y en aura sans doute demain. C'est la volonté du président de se maintenir. Et il était bon que le président rappelle que le respect des constitutions africaines est une excellente chose. Il y a maintenant pour les entreprises françaises toute la moisson qui va être faite à Luanda, qui est une chose importante sans doute pour elles. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce débat. Fin du sommet climat et territoire à Lyon. Vous avez pu suivre sur notre antenne ces 2 journées de débat. Elles ont permis de mettre en lumière les actions des collectivités locales en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Reportage de nos envoyés spéciaux Quentin Calmet et Paul Bouffard. 2 ans que la métropole de Lille accélère la lutte contre le réchauffement climatique. Isolation des logements, reboisement ou encore rénovation urbaine, avec un échelon privilégié pour les élus. C'est le rôle de l'intercommunalité, c'est-à-dire qu'on est là pour fédérer et pour porter pour le compte aussi des petites communes l'ensemble de la dynamique. Aujourd'hui, on a par exemple un développement du plan de la bio dans les cantines, là aussi, consommer local avec une production et une agriculture locale, c'est faire des appels d'offres collectifs pour le compte des petites communes. Alors que les dotations aux collectivités baissent, ces engagements pour le climat pourraient sembler secondaires. Si vous me demandez si la baisse des dotations de l'État facilite la mise en mouvement des territoires d'une manière générale, évidemment, je vous répondrai que non. Si par contre vous me demandez si ça reste un choix politique, oui, ça reste un choix politique. Quant à Nantes, je fais le choix d'étendre les réseaux de chaleur de manière extrêmement importante. C'est parce que j'ai la conviction que si derrière, ce sont des emplois et des nouveaux gisements d'emplois. C'est l'autre enjeu du sommet de Lyon pour les élus, le partage d'expériences. Voir ce qui se fait ailleurs est une bonne chose qui permet de voir ceux qui sont un peu plus en avance, de pouvoir s'en inspirer, mais également de pouvoir voir quelles sont les difficultés et peut-être les erreurs qu'ils ont pu rencontrer pour nous ne pas les reproduire et avoir une démarche dynamique et active. Faire des acteurs locaux des acteurs de premier plan au même titre que les États, c'est peut-être le seul moyen que la COP21 à Paris en décembre soit couronnée de succès. Et si vous souhaitez revoir les temps forts de ce sommet mondial climat et territoire, rendez-vous sur Public Sénat ce soir à 22h30. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous et à demain.